Il faut toujours le saluer avant de prendre la parole. Covid-19, moi j'ai toujours dit que je respecte l'expertise du docteur Mouyembe qui est aujourd'hui une étoile dans le domaine de la recherche dans son secteur. Autant qu'il a pu ébranler, on aurait dû clôturer cette histoire d'Ebola, n'était été le cas qu'on a retrouvé il y a 48 heures. Le travail qu'ils font est un travail énorme, mais je pense qu'il faut absolument améliorer davantage la communication parce que jusqu'au moment où nous parlons, il faut qu'on nous dise on a eu combien. Tu sais, aujourd'hui, Dr Ilunga est en prison, Oli Ilunga, pour des faits nature. Et il y a eu beaucoup de bienfaiteurs qui ont donné par-ci 1 million, plutôt 50 000, 20 000. Quand ça rentre dans le cas de la riposte, ce n'est pas l'argent à dilapider. Je suis quand même aussi curieux de savoir que nous avons pu obtenir par le génie du ministre des Finances qui a fait la demande au niveau de notre partenaire traditionnel et que nous avons bénéficié de plus ou moins 23 millions en termes de dons, plus ou moins 23 millions et une dette de 23 millions, c'est l'enveloppe que vous avez vu venir de la Banque mondiale et il a continué justement à faire les demandes auprès d'autres partenaires, mais que cet argent-là soit en fait la cellule technique de coordination parce qu'il s'agit d'argent. Il faut qu'on puisse mettre ça sous l'autorité du ministère des Finances et du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé pilote le côté technique et le ministère des Finances pilote le côté financier. Parce qu'à la fin, nous ne comprenons pas comment, malgré tout ce que nous avons pu obtenir, mais les médecins n'ont pas encore de véhicules pour être mobiles. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore eu de primes de risque pour le personnel médical. Il y a des formations hospitalières où le personnel a carrément séché parce qu'il n'y a aucune garantie qu'ils vont être... tu sais, et même la communauté, le peuple ne comprend pas que c'est maintenant que nous devons mettre en exergue le travail du corps médical. En France, vous le voyez. Oui, il y a une heure précise où on alarme les marmites pour saluer l'héroïsme du personnel soignant. Mais on ne sent pas cette dynamique-là. On ne sent pas que les médecins peuvent... C'est un risque. Et il y a même une prime qu'on peut prendre comme prime de risque. Et donc, on sent jusqu'aujourd'hui une sorte de politique d'essai-erreur au niveau de la riposte. Médicalement, on tente de maîtriser la question, mais le contour de la problématique autour pose problème. Et je peux vous dire que les gestes barrières, nous continuons à les observer, on lave les mains et je mobilise. Mais je ne pense pas que les gestes barrières, jusqu'aujourd'hui, sont à la base de la solution que nous avons. Je demande au chef de l'État, je profite de votre micro pour demander au chef de l'État, c'est la demande de tous les quartiers qui sont à Mongafula et à Ngalima. Les ponts de Kisuka Pompage, monsieur le Président, les mesures d'urgence doivent aussi pondre des résolutions d'urgence. Est-ce que vous avez besoin que Kisuka soit un point de contamination? Parce que les gens qui passent par là, impossible d'observer des mesures hygiéniques. Parce que vous devez vous frotter à 40, 50, 100 personnes pour passer par les ponts. Qu'est-ce qu'on attend pour ouvrir la voie? Parce qu'il faut que les chefs d'État viennent avec des banderoles et des partis politiques pour dire nous soutenons, pour qu'on ouvre alors que les ponts, ne fût-ce qu'au-dessus c'est fini. Si on veut continuer, on sait qu'à côté on a vendu un terrain par les gens de Kimbouta et ceci, on a promis de démolir pour faire un parking, on ne le fait pas. Alors, qu'est-ce qui est plus important? C'est le pont? C'est le caractère cosmétique de l'inauguration ou le fait d'observer scrupuleusement les mesures barrières. Donc pour moi, il y a encore des choses qu'il faut arranger dans ce débat de Covid-19. On va continuer la sensibilisation, on va laisser ce qui est important. C'est vrai qu'il y a le tâtonnement à ces niveaux-là, mais il faut quand même continuer à sensibiliser la population. Oui, il faut continuer à sensibiliser la population. Mais il faut que le gouvernement continue à travailler, ne fût-ce qu'en suivant l'exemple de pays où la pandémie avait commencé. Et aujourd'hui, la RDC n'a pas à inventer la roue. Les mesures barrières, tout ont déjà été inventées. Mais il y a une chose que nous devons inventer aujourd'hui, c'est l'après-maladie, après-pandémie.
Beaucoup de pays réfléchissent déjà sur l'après-Covid. Tout à fait, tous les pays sont déjà dans l'après. Même les États-Unis d'Amérique, malgré que le cas monte, mais ils passent déjà à la fin. Voilà. Parce qu'en toute chose, il faut considérer la fin, dit-on. Exactement. Alors aujourd'hui, après ce quoi, on va se rendre compte que le monde se confine aujourd'hui pour ne pas avoir, pour ne pas propager le cas de Covid-19, mais demain, le monde va se confiner pour que le peu de ressources qui sont là-bas profitent d'abord à leur population. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, là où nous vient le riz, on risque de bloquer, on dit non, on ne va plus, nous n'avons plus de stock. Donc ce qu'il y a, c'est pour notre consommation. Et c'est là où nous allons avoir une deuxième pandémie qui sera cette fois alimentaire. C'est pourquoi nous pensons que d'autant plus qu'à l'intérieur du pays, la situation n'est pas aussi grave qu'à Kinshasa, on doit continuer à faire l'agriculture. J'ai continué à faire la même plaidoirie que c'est le moment ou jamais, monsieur le Premier ministre, d'écouter le responsable du service national, de voir avec eux ce qu'il faut faire, tant soit peu, pour que l'après-pandémie ne soit pas une catastrophe. Parce que, pourquoi j'ai dit service national, au lieu de parler ministère de l'Agriculture, nous n'avons rien à attendre là-bas. C'est ce que j'ai toujours appelé l'agriculture protocolaire, où depuis une année, on nous a parlé de brigades agricoles, on nous a parlé de ce qu'on va faire. En théorie, les gens attendent l'argent pour commencer à travailler. Mais il y a un service qui est déjà à pied d'œuvre qui ne demande que de l'argent. Alors qu'on y pense. Je pense que cela, il faut étendre, réactiver toutes les antennes dans toutes les provinces. Je pense que c'est le moment ou jamais et de voir quelle production on peut faire, quel produit qu'on peut faire pendant le temps qui reste, parce qu'il y aura bientôt, je crois, la deuxième saison. Très bien, on passe justement avec cette nomination. François Mamba, coordonnateur de veille coordonnateur du Conseil de veille présidentielle. C'est quand même aussi une autre structure qui est créée. On ne sait pas, la question s'est posée. Elle veille pour la balkanisation, elle veille pour tous ceux qui se prennent. Donc c'est ça aussi la question se pose. Mais c'est quand même une structure qui est créée. Hein. Bon, je reste droit dans mes bottes en vous disant que vu l'urgence humanitaire, parce que en droit, écoutez, l'urgence humanitaire, et quand on déclare l'état d'urgence, nous sommes dans un régime d'exception. La doctrine qualifie ça de la dictature constitutionnelle. Le chef de l'État a des pouvoirs beaucoup plus qu'il n'en a. C'est comme ça que la Constitution conditionne toutes les décisions justement par le fait que ça doit passer par l'approbation ou une sorte de censure du Parlement. Mais est-ce qu'il est quand même cohérent que pendant qu'on proclame l'état d'urgence, pendant que nous disons ne pas avoir de moyens pour combattre Covid-19 et que nous tendons la main vers nos partenaires, qu'on continue à multiplier les services à la présidence? Moi, je me pose la question, on n'invente pas la roue. On connaît les services qui ont toujours existé à la présidence. Du point de vue du cadre juridique, est-ce qu'on peut engager un débat d'abord de fond sur les contenus de ces structures qu'on est en train de créer? On n'a déjà jamais réussi à dire clairement, ok, ce sont des services publics, ce sont des établissements publics, ce sont de ceci, on appelle tantôt cellules, tantôt agences, et les débats s'alimentent dans tous les sens. Et malheureusement, je le regrette, à chaque moment qu'on veut engager le débat à haute voix, il y a une certaine politique d'injure qui s'installe maintenant. Et je profite de votre micro pour dire qu'il est quand même regrettable. Et je suis très déçu de constater que hier, l'élite était au niveau justement d'éclairer l'opinion. Et le débat ne va pas s'arrêter à partir du moment où la respiration traditionnelle de nos institutions appellera toujours qu'on discute sur tout acte qu'on pose. Mais aujourd'hui, quand vous regardez des grands professeurs, quand vous regardez des hauts cadres de notre société, l'élite, en fait, dans chaque tribune, dans chaque réaction, c'est minimiser les autres, c'est insulter les autres, prétendre avoir un savoir universel et qui obéit à des officines politiques, soit pour solliciter un poste, soit pour trouver des arguments pour rester dans une telle responsabilité. Il y a la désacralisation de l'élite de notre pays et c'est malheureux. Mon point de vue, il est en un mot,
j'estime que François Mamba a une expertise avérée. Qui ne connaît pas François Mamba? J'ai toujours dit, en son temps, quand il y avait les débats au Parlement, pas comme on en voit aujourd'hui les parlementaires qui sont nommés par des officines politiques. En son temps, on avait Lutundula, Christophe, on avait Henri Thomas Lokondo, on avait les Takizala, on avait l'Olivier Kamitatou, les François Mamba. Et il y avait cette beauté à suivre la chaîne nationale chaque fois qu'il y avait plénière. Sous Vital Caméré, et on voyait ça, à un moment donné même avec Évariste Bouchard. Les parlements s'aimèrent, les parlements s'est arrêté à l'avènement de Ben Minakou, où le parlement s'est transformé en une caisse de résonance. François Tambemamba a une expertise avérée, mais je crois qu'il est désormais en train de piloter un service vide qui ne va produire aucun effet du point de vue du cadre juridique et des attentes sociales. Les structures qui sont créées alors qu'il a besoin d'argent. Non, c'est ça la question aussi en pose. Oui, mais écoutez, je pense... Est-ce qu'il y a l'urgence, il y a la nécessité, par exemple? Non, il n'y a aucune urgence, aucune nécessité. Vous savez, l'exemple de la gestion des 100 jours à la présidence de la République nous a amenés là où nous sommes. J'avais dit autrefois, conformément à notre Constitution, la présidence de la République n'a pas pour vocation à gérer des secteurs de la vie nationale. Ça n'a pas vocation à cela. La présidence de la République, il y a une institution président de la République qui fonctionne avec le chef du gouvernement. Aujourd'hui, toutes les autres structures qui sont en train d'être créées ont tendance à isoler le gouvernement. Et en isolant le gouvernement, il se soustrait du contrôle parlementaire, c'est-à-dire du contrôle du peuple. Parce que personne n'ira demander cellule, je ne sais pas, chargée de quoi, qui a le subside de l'État et qui a de l'argent, même parfois de dettes que l'État payera demain, sont gérées sans contrôle, sans capacité de contrôle. Je pense qu'on devrait nous faire autre chose que toutes ces structures. Je sais que le cabinet du président est plein de gens qui chacun est venu avec son petit projet en poche. Chacun dans son CV, il est venu, moi je suis ceci, moi je vais amener les numériques, moi je vais faire ceci, moi je vais faire... Chacun on crée des petites structures pour satisfaire, pour donner du travail à des gens, mais ça ne va servir à rien à la population. Nous sommes là, nous l'avions dit avec les 100 jours, nous sommes là. Nous ne sommes pas des oiseaux de mauvais augure. Avec ces structures, il va y avoir d'énormes problèmes et ça sera des occasions de conflits avec le gouvernement. C'est comme aujourd'hui, et qui va répondre devant le Parlement? C'est ça la difficulté qu'on a. Si tout cela doit se gérer là-bas, plus personne. Donc on est en train d'isoler le Parlement, justement. Voilà. Les débats autour de la convocation du Congrès, je crois que vous avez suivi le président du Sénat ou le président des chambres du Parlement, notamment Alex Tambemamba et Jeanne Mabunda, qui ont annoncé très bientôt la convocation d'un Congrès. Dans l'esprit de la communication du président du Sénat, Alex Tambemamba, qu'on a suivi dans les médias, ce qu'il faut régulariser les choses. Les choses ne sont pas bien passées, selon lui, et que l'état d'urgence décrété par le président de la République, selon Tambemamba, c'est un état d'urgence de fait et non de droit. Et du coup, naît justement cette polémique. A-t-il, oui ou non, violé la Constitution? Maître Laurent Yema, vous avez la parole pour essayer un peu d'éclairer. Quand est-ce qu'on convoque l'état d'urgence et quelles sont les modalités pratiques à ce niveau-là? Merci beaucoup, cher ami, pour la parole. Ce qui m'intéresse suffisamment, je vais tenter de répondre à votre question, mais je crois qu'il y a des préalables pour que je réponde à votre question. Autour de l'éthique et de la morale. Première chose, je pense que nous sommes tombés trop bas dans ce pays. Ça signifie que les réseaux sociaux, les médias périphériques donnent la parole, comme quelqu'un dit, à des milliers de gens qui ne pouvaient pas prendre la parole. Il y a un auteur qui parle de l'imbécilisation collective. Il y a des gens qui ne pouvaient pas parler. Tambemamba est quand même chef d'une institution parlementaire dans notre pays. Je prends quelques réactions. L'étude de M. Peter Kazadi qui dit il parle de Tamboué, il a un passé terroriste, il a pillé sous
Mobutu ait amassé des richesses. Ça, c'est le titre d'un député provincial. Cadre du DPS. Cadre du DPS qui s'adresse à Tambwe Mamba. Si on pose la question à Peter, est-ce que tu connais la suite de l'affaire Tambwe en Belgique? Il n'en connaît pas grand-chose. Si demain, je ne suis pas son porte-parole, j'ai fait une analyse parce que j'ai vu sur la toile. Si demain Tambwe saisit la justice contre Peter Kazadi parce qu'on a dit état de droit, est-ce qu'on va parler d'acharnement? Ça c'est un. Des deux, j'ai suivi la réaction de mon aîné que je respecte beaucoup, Francis Kalombo, qui a dit Tambwe doit relire ses notes de droit constitutionnel. Il a été présenté à la fin sur Top Congo comme cadre de Ensemble pour la République. Je vais chercher mon aîné pour qu'on discute. Mais je pose la question, quand on prend la parole généralement, il faut toujours spécifier. Est-ce qu'il prend la parole comme chercheur, comme avocat ou comme membre d'un parti politique? Parce qu'à ce moment-là, vous risquez d'engager les partis politiques. J'ai suivi la réaction de Paul Chilumbu, qui est un aîné que je respecte. Mais je lui refuse la qualité d'interprète de la Constitution. Il y a quand même une ligne qu'il faut respecter. Quand vous quittez votre domaine vers un autre, vous devez suivre les prescrits de l'interprétation constitutionnelle. Ne devient pas constitutionnel ce qu'il veut. Le professeur André Bat l'a dit. Avoir été au campus, il y a plusieurs facultés. Mais être juriste ne veut pas dire qu'on connaît interpréter la Constitution. Regardez maintenant, dans la théorie de l'interprétation constitutionnelle, après ces préalables. Pour comprendre une disposition constitutionnelle, c'est enseigné, mais ce n'est pas à licence, il faut aller un peu, il faut avoir un diplôme post-universitaire. Il faut cumuler toutes les dispositions relatives à la question pour dégager l'esprit. Nous devons retenir ici que tout le monde n'est pas juge de l'interprétation constitutionnelle. La Constitution le dit, c'est le juge constitutionnel qui a compétence d'interpréter la Constitution. Les avis que nous donnons sont des avis scientifiques. Encore qu'il faut acquérir l'autorité scientifique, ça signifie être spécialiste. Pour être spécialiste dans un domaine, il faut détenir un diplôme post-universitaire. Première chose, je vais vous lire l'article 85, l'article 109, l'article 100, on parle de 144 d'ailleurs. 144 146. Et 146. Quel dit l'article 85? Lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national et qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. À ce niveau, j'ai suivi les ministres Tambwe Mamba ce matin. Les gens sont en dehors du débat. Tambwe Mamba dit n'avoir pas été consulté. Et c'est cela la base juridique de ce que lui appelle violation constitutionnelle. Donc la réunion institutionnelle du 23 mars 2020 n'avait rien à voir de consultation pour déclarer l'intelligence, c'est cela? Je dis ceci, Tambwe Mamba, parce que je ne suis pas le juge de la réunion interinstitutionnelle. Il faut qu'il y ait la frontière scientifique entre chaque concept. Là on a compris. Donc deuxième disposition, ok? Deuxième disposition, c'est l'article 119. Les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants. Les matières pour lesquelles... La procédure de révision constitutionnelle, l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence, l'audition du discours du président de la République, la désignation de 3 membres de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un cas qui est pris en charge par l'article 119? Oui. Lequel? L'autorisation. L'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence. Je vous lis pour terminer l'article 144. En application de la disposition de l'article 85 de la présente Constitution, l'état de siège comme l'état d'urgence est déclaré par le président de la République. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit s'ils ne sont pas en session. Alors, on explique les modalités. Oui. L'ordonnance de proclamation de l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ces effets après l'expiration de l'alinéa dernier du délai prévu à l'alinéa 3 du présent article. Je dépose la Constitution. Regarde maintenant ce qu'il faut tirer comme conclusion. 1. Que Tambwe estime, le débat est à ce niveau-là. Alexis Tambwe Mamba estime n'avoir pas été consulté. Si on a la preuve de sa consultation, qu'on nous la montre. Des deux,
La peur qu'il y a dans l'opinion de la mise en application du chef de l'État, comme j'ai entendu Kaboundi parler comme un grand élève, est une peur blanche. La procédure de la mise en application du chef de l'État ne se déclenche pas en congrès. Cette procédure part du parquet. Le parquet de la Cour constitutionnelle, oui, qui saisit par réquisitoire le Parlement, et le Parlement, un peu comme pour expliquer en français facile, comme ils sont des procédures de levée d'immunité. Et c'est après que le procureur ait fait des enquêtes, et ces enquêtes n'ont pas une durée limitée, qu'il rentre au Parlement pour solliciter en congrès la mise en accusation conformément au nombre des parlementaires requis par la loi. Les gens évoquent la jurisprudence de la Cour suprême de justice faisant office justement de la Cour constitutionnelle. Mais je vous oppose ici, parce que les gens évoquent cette jurisprudence isolée du reste, mais une jurisprudence dont on connaît les circonstances dans lesquelles elle a été écrite. Il y a l'article 36 du règlement de l'intérieur du Sénat qui dit du Congrès. Dès l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre. En application de l'article 3.3 du présent règlement intérieur, les congrès saisis par le président de la République autorisent la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et la déclaration de guerre à la majorité des 2/3 de ses membres. Maintenant, je pose la question aux juristes qui naissent aujourd'hui. Vous êtes chimiste, vous commentez la Constitution. Vous êtes biologiste, vous commentez la Constitution. Ce règlement de l'intérieur du Congrès a été déclaré conforme à la Constitution. Maintenant, autour de la primauté, parce qu'il s'agit ici du cadre juridique qui est connu, autour de la primauté, lequel a primauté sur l'autre. La Constitution ne règle pas toutes les questions. C'est comme ça qu'elle a laissé la possibilité qu'il y ait des lois spécifiques, qu'il y ait des lois d'intérieur. Le cadre juridique est global. Donc, comment vous pouvez... Maître, à quel niveau maintenant, la question que je pose, à quel niveau ou à quel moment s'applique maintenant cette autorisation? L'article, notamment l'article 119, vous avez parlé de point 2 de la Constitution, qui parle d'une autorisation, justement, des proclamations de l'état d'urgence. Est-ce une disposition inutile? C'est ça la question que se pose. À quel niveau c'est une autorisation? Est-ce que le président de la BICOM, il a décrété pour proclamer l'état d'urgence, fallait-il d'abord avoir l'autorisation du Congrès, ou soit il peut le faire sans pour autant avoir l'autorisation du Congrès? C'est ça la question, c'est le débat à ce niveau-là. Maintenant, regarde, il y a une nature juridique de l'état d'urgence. Et la Constitution en explicite les cadres. L'état d'urgence ou l'état de siège, je donne un exemple. Il y a eu Ebola dans ce pays, même si j'ai un avis tout à fait... Tu sais, on nous parle de Covid-19, on prend toutes les mesures, mais la mortalité néonatale dans ces pays, tu connais combien de femmes meurent chaque jour en accouchement? Oui, il y a même la rougeole aussi, il y a aussi la rougeole aussi. On n'a jamais dit qu'on est dans un état d'urgence. Nos frères sont morts à cause de cette histoire d'Ebola. On n'a jamais dit l'état d'urgence. Et donc, c'est la nation, les parlements représentent la nation. C'est comme ça que, pour que le pouvoir ne dépasse pas, pour que le pouvoir contrôle le pouvoir, pas que le souverain primaire est souverain primaire, le peuple, il faut que tout acte que nous prenons passe par le Parlement. Et c'est ça l'intelligibilité de la disposition de l'autorisation. Maintenant, parce que cette autorisation devait se faire en temps classique, par exemple, ce qui s'est passé à Béni, moi j'avais sollicité qu'on lève, qu'on proclame l'état d'urgence. Comme les sièges de l'institution n'étaient pas encore entamés, les chefs d'État dans ces cadres-là, conformément à l'article 36 du règlement intérieur du Congrès, devaient passer par le Parlement pour demander l'autorisation. Mais ici, au-delà de l'état d'urgence, il y a un cas de force majeure. Et les forces majeures, en droit, c'est comme l'intime conviction. Ok? C'est comme ce qu'on dit, ça n'a pas un cadre. Voilà. Et comme l'état d'urgence a été déclaré humanitaire, le chef d'État l'a proclamé, et donc, le Parlement ne peut se réunir que pour constater. Pas constater, pour, je veux dire, donner des cadres de pression de cette mesure-là. Parce que l'état d'urgence a une durée dans la Constitution. Oui. La durée va terminer si le Parlement ne s'est pas réuni en congrès pour prendre des mesures d'encadrement de cet état de choses. Et bien, après 30 jours, de facto, l'état d'urgence s'arrête. Et donc, je ne peux pas comprendre ces interprétations à peine voilées. Ma conclusion sur la question, ma conclusion est qu'il n'y a pas pris la demeure. Tamboué lui-même l'a dit,
il n'a pas lieu de donner naissance à une petite crise institutionnelle. Covid-19 est une calamité qui n'a pas été programmée par quelqu'un. Il n'a pas lieu d'aller au juridisme aveugle. Mais je refuse à quiconque d'interpréter de façon naïve, en dehors du cadre légal d'interprétation constitutionnelle. Si le peuple congolais ou si les gens estiment que tel a raison, tel a tort, ok? Parce que quand vous voyez, il y a une cassure sociale, les gens qui sont pro-UDPS, pro-Fachi sont dans tel argumentaire, les gens qui sont des... Comment ça peut interpréter les droits par rapport à leur vision politique? Quand Kabound parle, Kabound commet une faute. Laquelle? Voilà. Il est tenu au devoir de réserve. Ça, il ne l'a pas observé. Merci, Joachim Donc, Diana. on peut ressaisir la Cour constitutionnelle en interprétation de cette disposition. Voilà. Donc, on comprend plus ou moins, Joachim Diana, qu'il y avait ce qu'on appelle tout à l'heure, Maître Laurent a qualifié l'urgence humanitaire qui s'imposait à nous. Le président décrète l'état d'urgence sanitaire, comme il le dit, conformément à la Constitution, mais il s'est posé un problème de droit. Et la convocation ou l'annonce de convocation, par exemple, de congrès, tel que l'ont fait les deux présidents des deux chambres, c'était justement de pouvoir régulariser les choses, pour dire que vous avez proclamé parce qu'il y avait urgence humanitaire, mais quand même il y a des réglementations en termes de droit qu'il faut respecter, et nous devons maintenant prendre acte, c'est même le terme là utilisé, les parlementaires devront prendre acte au cours de ces congrès, que maintenant il y a un état de choses qui a été décrété, mais nous devons maintenant passer à l'étape qui est essentielle et pouvoir réguler les choses sur le plan de droit. C'est ce que comprendre à ce niveau-là. Oui. Écoutez, moi, je suis surpris, surtout par le réveil que je qualifie de tardif des juristes. Dès le moment où j'ai entendu le président de la République proclamer l'état d'urgence, je me suis posé la question, c'est tombé du ciel? Ou c'est sorti d'où? Parce que je n'ai pas vu en amont les préalables constitutionnels qui ont amené à cet état d'urgence. Je me suis dit, bon, peut-être que les juristes viendront pour nous dire que l'état d'urgence sanitaire n'est pas l'état d'urgence. Et j'aurais même voulu que maintenant, qu'on nous montre dans la Constitution où est-ce qu'il est parlé d'état d'urgence sanitaire, d'état d'urgence économique, d'état d'urgence médiatique, de la spécialisation des états d'urgence. Moi, je pense que le sanitaire, le ceci, le ça, ce sont des raisons qui peuvent amener au président de la République de prendre une mesure qu'on appelle état d'urgence. Et l'état d'urgence est soumis à des conditions. Ce sont ces conditions qui devraient être respectées, on en est là. Je n'ai pas été d'accord avec Tambwe Mamba, qui s'est mis dans la logique des marchandages. Comme disent les Kamalokola Mabe, c'est Salami, Toti Kakaka, Toti Anase, Tobumamoto. C'est ça le problème. Mais ce qui m'étonne encore, c'est la réaction de proches du président de la République. Ceux qui s'approprient le président de la République. Ils nous oublient, en même temps, ils disent, le président de la République, quand je prends par exemple le cas de son directeur de cabinet qui arrête, on dit non, le président de la République est à l'écart, il ne peut pas intervenir. Mais maintenant, quand le président de la République prend la question, au même moment qu'on condamne les gens de l'UNC de s'agiter parce qu'on a arrêté leur président, les gens s'agitent parce que le président n'est même pas agité, mais parce qu'on le met devant ses responsabilités constitutionnelles. Et on dit non, attendons, laissons la justice faire son travail. Mais personne n'ose dire, laissons les institutions de la République aller jusqu'où veulent les amener les lois et la Constitution de la République. Donc, une chose est son contraire. Il y a des gens qui estiment qu'eux, ils ont tous les droits. Quand eux, ils ont pris une position, tout le monde doit dire Amen. Mais quand une position est prise contre eux, non, et ils ont le droit au-dessus de toutes les lois et même d'aller par des injures et des consorts, disons, des intimidations. On a vu le menace que côté, même là, demander que la police intervienne
Maître Laurent Ondimba, Joachim Diana. Maintenant, comment comprendre cette agitation, ces débats, cette polémique? À un moment donné, je tentais de dire que c'était une polémique totalement inutile. Regarde cet éclairage juridique donné par Maître Laurent Ondimba. On voit Kabound qui menace même de ne même pas prendre part à ses congrès et que ça ne va pas se tenir, qui coûterait plus de 7 millions de dollars américains. C'est ça, comment comprendre cette agitation? Oui, je pense que nous devons aborder cette question froidement. Aujourd'hui, comme vous avez insisté, le président du Sénat dit n'avoir jamais assisté à une réunion, parce que Kabound dit que le président, il y aurait deux possibilités pour le président de la République. Soit d'utiliser l'article 85 en consultant le Premier ministre, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, soit en demandant l'autorisation au Sénat en utilisant l'article 119. Bon, la question que je me pose, puisque je suppose que ces réunions ont un PV, est-ce même la question de dire que plutôt utilisons l'article 85 pour éviter les dépenses, pour écourter le passage, cette discussion était-elle engagée au cours de cette réunion pour qu'on opte pour tel article ou tel autre? Même si la réunion il y avait, est-ce que lui avait de siéger à cette réunion comme le vice-président? Le président a eu de lui d'épaisse parce qu'il a parlé, je ne sais pas, cette qualité ou en sa qualité de premier vice-président de l'Assemblée nationale, a dit qu'il avait pris part à cette réunion-là. Or, conformément à l'article 85, il n'est pas admis à cette réunion-là. Je suppose que si le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et l'autre l'ont laissé participer, c'est parce qu'ils savaient qu'il ne s'agissait pas de cet article-là de consultation pour déclarer l'état d'urgence. Sinon, on n'aurait pas accepté que celui qui n'a pas droit constitutionnellement, qui n'a pas droit de participer à cette réunion participe. Là je pense que le président du Sénat est sincère. Et c'est pour cela, lorsqu'on connaît aussi sa rigueur, il n'aurait pas accepté que Kabound assiste à cette réunion-là. Il a assisté parce qu'il dit, bon, le président l'aurait peut-être fait venir, parce que, bon, c'est une histoire de nous annoncer des mesures, ainsi de suite. Donc, on n'a pas tenu compte de ça. Dans la thèse du complot, la thèse des décisions du public, on arrive maintenant à la thèse du complot. Oui. Je pense que cette thèse du complot va nous accompagner jusqu'à la fin. En fait, je crois, vous savez, chez moi, on dit, il y a un proverbe qui dit chez moi qu'un enfant qui dit à l'esclave de son père, dit, mais notre esclave, vous êtes sous le soleil, mets-toi à l'ombre. Et l'esclave dit, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que je vais fuir? Non, mais qui vous a mis le mot de fuir dans la tête si cela ne vous a jamais traversé la tête? On voulait seulement que vous puissiez vous protéger contre le soleil. Mettez-vous sous l'ombre. Et c'est exactement ce que le président du Sénat a fait. C'est de demander au président de quitter sous le soleil, de se mettre à l'ombre, parce qu'il y a en perspective cette prolongation d'état d'urgence. Oui. Mais comment le Sénat, le Congrès, va-t-il accepter une prolongation d'un état d'urgence qui n'a jamais été proclamé, à leur avis? Mais puisque cette possibilité, c'est reparons, arrondissons les angles, mettons-nous ensemble pour que l'on puisse éviter ce juridisme. Les juridismes, c'est quoi? C'est aller jusqu'au... C'est la Cour... C'est ce qu'il y a maintenant. Il y en a qui disent non, c'est la Cour constitutionnelle. La saisie de la Cour constitutionnelle pour essayer d'interpréter. Nous sommes dans une situation très fragile. Et en plus de cela, faisant face à une pandémie, réglons les choses pour préparer l'avenir. Et je pense que si ce n'était que le président de la République, il irait chose. Mais maintenant, tout le monde sort. Tous même ceux qui voudraient effectivement qu'il y ait conflit, comme le Franck Diong. Parce qu'en fait, Franck Diong ne jouera son rôle que dans le cas où le président, ce sont des gens qui ne jouent leur rôle que dans la conflictualité. En quoi il est concerné? Mais justement, et ce sont des gens qui vivent grâce à la conflictualité. C'est-à-dire quoi? Les gens qui font la politique des pompes funèbres. S'il y a les morts, et ils font des affaires.
S'il n'y a pas de morts, on ne vend pas de cercueils. Alors ces gens-là qui ont des idées à vendre comme des cercueils à vendre, il faut qu'il y ait des morts. Il faut qu'il y ait... qu'on mette le président Félix dans la situation de menacer. Vous êtes menacés, nous venons. De même, on a vu les Kiniké qui sont dans la même politique sortir. Il ne peut pas y avoir double fidélité. Est-ce que Kiniké est capable de donner aux Congolais la leçon mais Kiki aussi n'est pas ici, je crois qu'il est en Belgique ou oui, au Canada. Mais c'est son parti politique qui est sorti. Il a aussi son parti, tel qu'on le connaît, son parti ne peut pas parler. D'ailleurs, quand vous sentez la déclaration, il est là-dedans. Est-ce qu'il peut donner la leçon de fidélité, lui, Kiniké Moulumba? Voilà aussi. On rappelle aussi que Kiki Moulumba était parmi ceux qui ont pris l'avion, je crois, dans le groupe de Canadiens. Il avait deux nationalités. On va conclure, le temps de prendre, Maître, un mot, un discours. Juste un mot, parce que le courant était parti, on avait l'obligation justement de clôturer ce débat. Moi, je ne suis pas de la thèse de mon aîné Diana qui pense que Tamboué était dans la logique de marchandage. Ok? Tamboué a dit, il n'a pas marchandé, il a dit, nous évitons la petite bête. Nous évitons cette petite crise. Et quand Tamboué dit que l'état d'urgence qu'on a lancé n'a pas respecté la Constitution, il fait allusion au fait que lui n'a pas été consulté, il fait allusion au fait que l'article 36 du règlement d'intérieur qu'il est censé connaître n'a pas été fidèlement repris. Ah, c'est un des deux. Tout ce qui a comme un verbiage autour, nous avons perdu, la classe politique a perdu l'éthique. Moi, je me pose la question, aujourd'hui, toi, Michel, tu peux devenir ministre. C'est pour autant que tu vas devenir l'interprète de la Constitution? Ou si tu as fait le droit privé, si tu as fait le droit des affaires, ou tu connais le droit commercial, tu connais l'interprète de la Constitution. Moi, au Nimba, si André Mbata parle, si Évariste Bouchabe parle, Dieudonné Kalouba, je ne sais pas moi, professeur Omeyonga, Jacques Joly, aujourd'hui, j'ai l'attitude d'entendre ce qu'ils disent et ils aiment la discussion. Très bien. Autant que je réunis justement aux autres qui n'ont pas le droit au chapitre d'aborder cette question. Très bien. Pour conclure, je ne suis pas d'accord avec mon aîné Diana, encore une fois, quand il dit que Franck Diongo est dans la conflictualité. La Constitution ne peut pas être dans la politique des deux poids, deux mesures. La Constitution garantit aussi le droit d'émettre un point de vue. Et donc, si Franck Diongo émet un point de vue, c'est quand même classique. Ce que nous ne voulons pas, c'est la quand même. Pas menacé. Non, attendez, je n'ai pas lu sa déclaration. Oui, justement, le président public a envoyé même la police pour pouvoir disperser tout rassemblement de 20 personnes le jour du congrès, par exemple. Non, je n'ai pas lu la déclaration, mais ce que je sais, c'est que le congrès se tiendra. Si Kaboudi ne veut pas venir, qu'il ne vienne pas. Mais faisons attention aux déclarations que nous faisons, parce que le chef de l'État n'a mandaté personne. Le porte-parole de l'UDPS n'est pas le porte-parole du chef de l'État. Très bien, Maître Laurent Yimba. Je rappelle également que le président Public a dû envoyer même son spécial pour essayer de voir les contours de la convocation de ces congrès. Donc, peut-être ceux qui s'agitent pour rien de fois, sans pour autant consulter. Maître John Kaboto, bonjour. Comment allez-vous? Oui, tout doucement. En forme? Là, on vous reçoit comme avocat de Vital Kamerhe ou juste comme avocat, sans pour autant engager Vital Kamerhe? Bon, je suis dans le collectif des avocats de Vital Kamerhe. Vous êtes d'accord avec moi que vous parliez au nom de votre client? Voilà. Très bien dit. Maître Kaboto, il est avocat de Vital Kamerhe. Vous avez demandé la mise en liberté provisoire, chose qui n'a pas été accordée. 15 jours encore, il doit être passé en prison. Comment réussissez-vous d'abord par rapport à ces mesures, ces décisions du juge? Bon, c'est une décision de justice. Nous sommes praticiens des droits. Nous devons respecter la justice. C'est une position qui est prise par les tribunaux en chambre de conseil, parce que vous n'allez pas oublier que nous faisons l'application des articles 28 et 27, c'est-à-dire M. Vital Kamerhe a été invité au parquet je l'appelle la cour d'appel de Kinshasa Matete, sous régime d'invitation, afin de requérir une information. Après l'audition, vers 19h, ça tournait au devoir, il a été placé sous mandat d'arrêt provisoire et conduit directement à la prison de Makala. Alors, suivant l'esprit de l'article 28 du Code de procédure pénale, il est dit que non, le magistrat doit pouvoir présenter
doit pouvoir présenter l'intitulé en chambre du conseil dans les 5 jours. Et c'est la gymnastique de droit qui a été, à laquelle on a été obéi. C'est-à-dire, le vendredi, nous avons été devant la chambre du conseil, où il y a seulement des gymnastiques de droit à faire. Les ministères publics sollicitant les maintiens de sa détention, et nous, conseil, sollicitant la mise en liberté provisoire de M. Vital Kamere, au motif que nous connaissons que nous pouvons recourir à l'article 27 du même code, et alors le tribunal ne nous a pas suivis. Il a motivé dans sa décision comme quoi il y a eu des indices sérieux de culpabilité qui pesaient sur notre client. Ce que je ne suis pas d'avis, mais nous sommes appelés à obéir à la décision. Mais justement, en parlant de ces indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur votre client, peut-être Kamere principalement, le directeur de cabinet du chef de l'État, énormément de choses les griefs qu'on a retenus, je crois que vous avez quand même suivi, mais vous défendez la thèse d'une main noire. C'est ça la question qu'on se pose, dans l'opinion, en fait, c'est cela. Comment expliquez-vous cette main noire alors que c'est une affaire de détournement de deniers publics et que fondamentalement, selon d'autres griefs, Kamere était l'ordonnateur de dépenses à l'époque au niveau de la présidence publique et que la plupart de ceux qui sont incriminés autant que lui le citaient comme étant responsable. Mais M. Michel, vous ne pouvez pas affirmer que non, ceux qui sont incriminés avec lui les citer, puisque vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas été à l'instruction de cette affaire. Ce sont de rumeurs, c'est comme ce que disaient les confrères Laurent ici. J'ai aimé les procès des réseaux. C'est-à-dire les réseaux sociaux ici, tout le monde est devenu avocat, tout le monde est devenu juriste, tout le monde spécialiste en droit constitutionnel, alors on ne sait pas qui dit quoi. Et toute cette tendance-là amène à corrompre même l'instruction de ces dossiers. C'est que nous sommes en train de déplorer. Et vous êtes journaliste, chevronné, vous ne pouvez pas aussi tomber dans cette Non, je pose la question parce que c'est dire que en tout cas, ceux qui sont passés